À la fin du XXe siècle, les États d'Amérique latine, l'Amérique du Sud en particulier, ont pensé que pour relancer leur économie, il fallait peut-être adopter la politique qui avait été menée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à savoir favoriser les exportations. Il m'a semblé donc opportun de remonter jusqu'à cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle pour la comprendre et voir un petit peu quels résultats sur le plan économique et social cela a conduit. En effet, on lit dans les manuels d'histoire économique que l'histoire de l'Amérique latine du XIXe siècle comprend deux parties. Une première partie qui va de 1810 jusqu'à 1870, qui serait une période de relative stagnation. Et puis, à partir de 1870 jusqu'à la grande crise économique mondiale de 1929, un grand boom, si vous voulez, qui aurait permis aux pays d'Amérique latine de sortir, je dirais, de cette relative stagnation qui aurait été celle du premier XIXe siècle. Je vais vous montrer d'abord une chronologie pour replacer un petit peu les tendances de l'économie que je vais tenter de vous expliquer pendant ma leçon. Il est utile de rappeler tout d'abord qu'entre 1810 et 1821, les différents pays qui composent à l'heure actuelle l'Amérique latine ont pris leur indépendance face aux métropoles européennes qui étaient d'une part l'Espagne et d'autre part le Portugal. Il y a toutefois une différence entre les anciennes colonies espagnoles et la colonie portugaise, puisque les anciennes colonies espagnoles vont devenir des républiques, tandis que l'ancienne colonie portugaise va devenir un empire, sous la direction d'ailleurs d'un membre de la famille Bragança, c'est-à-dire de la dynastie qui règne parallèlement au Portugal. Cet empire, d'ailleurs, au Brésil, ne tombera qu'en 1889, à la suite, d'ailleurs, d'un phénomène un petit peu particulier, parce que l'empereur Pedro II, l'empereur du Brésil, avait aboli l'esclavage dans son pays, et paradoxalement, ce sont les républicains qui représentaient le camp des grands propriétaires fonciers, le camp des conservateurs, qui va le renverser parce que justement on le trouvait trop libéral. Donc ça renverse un petit peu l'image que l'on a traditionnellement d'un empire qui aurait pu être conservateur et de républicains qui auraient pu être libéraux. Non, c'est juste le contraire qui était passé. C'était l'empereur qui était libéral, et ce sont les républicains qui étaient conservateurs et qui, pour cette raison-là, ont renversé l'empire du Brésil. Voilà. Alors, donc, je reviens ici. Alors, autre date importante, quand même, pour l'histoire de l'humanité, entre 1838 et 1848, l'esclavage est aboli dans les différentes colonies européennes des Antilles. Il y avait des colonies britanniques, des colonies françaises et des colonies espagnoles. Eh bien, successivement, l'esclavage va être aboli dans ces différents territoires. Pour la Guadeloupe et la Martinique, il faudra donc attendre 1848 et la fameuse loi qui est initiée et promulguée à l'instigation de Victor Schœlcher au moment où la Seconde République est proclamée en France, après la chute du roi Louis-Philippe, donc de la monarchie julienne. Je vous ai indiqué donc deux dates importantes pour l'histoire de l'humanité: suppression de l'esclavage dans les Antilles entre 1838 et 1848, et la suppression, l'abolition de l'esclavage au Brésil de 1888. Je vous rappelle, alors là, pour mémoire, que l'esclavage n'a été aboli aux États-Unis qu'en 1865 pour l'ensemble du territoire des États-Unis à la fin de la guerre de sécession. Nous avons eu l'occasion
de voir cela la semaine prochaine, quand nous avons étudié, la semaine passée, excusez-moi, lorsque nous avons étudié donc la condition sociale et le combat politique des Noirs à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Alors je poursuis ici. Je vous ai indiqué quelques guerres qui ont eu leur importance en Amérique latine, et plus particulièrement, je dirais, en Amérique du Sud, mais vous voyez que j'ai quand même pas oublié le Mexique, qui tout en étant un pays d'Amérique du Nord, appartient bien à l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine signifie l'ensemble des pays qui parlent des langues latines. Hein. Alors, entre 1858 et 1861, se produit ou se déroule au Mexique une guerre civile entre les républicains d'une part et les cléricaux d'autre part. Cette guerre civile du côté républicain, qui a pour tête de file Juárez, va conduire en fait certaines puissances européennes, dont la France, à envoyer des contingents au Mexique pour créer en fait un bastion catholique donc, dans ce pays-là. Napoléon III, qui est empereur des Français à l'époque, va faire élire par une assemblée de notables, autrement dit par le Parlement mexicain composé de notables à ce moment-là, Maximilien, archiduc d'Autriche, comme empereur du Mexique. C'est ce même empereur du Mexique, Maximilien, qui avait épousé une princesse belge, hein, la fille de Léopold Ier, la princesse Charlotte, qui va mourir beaucoup plus tard, complètement folle, en Belgique. Voilà. Mais en 1867, l'empereur Maximilien lui-même est fusillé sur ordre de Juárez, qui entre-temps est devenu le président du Mexique, un président républicain et laïque. Donc il s'opposait à cet empire de type catholique soutenu par l'Autriche et par la France. Alors, vous voyez la guerre suivante, 1879-1883, c'est la guerre du Salpêtre, en fait, qui concerne le Chili. Puis vous avez, j'ai indiqué également ici, non, la guerre des trois pays, j'avais oublié, excusez-moi. J'ai oublié de vous parler de la guerre des trois pays, qui concerne le Paraguay, entre 1865 et 1870, le Paraguay se trouve ici. En fait, c'est un dictateur mégalomane qui a voulu combattre contre ses trois voisins et qui a perdu, à la suite de cette guerre, 70% de sa population. La guerre du Salpêtre, elle concerne le Chili. Je regarde un petit peu si j'ai des choses à vous dire à ce sujet-là. Oui, la guerre du Salpêtre, en fait, va être perdue par la Bolivie, qui perd ainsi son accès à la mer via le désert d'Atacama. Mais à ce moment-là, il se fait qu'en Bolivie, on va trouver des mines de zinc qui vont compenser la perte de cet accès à la mer. Ensuite, 1895, la date n'est pas indiquée, c'est la révolte des Cubains, hein, la révolte des Cubains contre les Espagnols. C'était leur dernière colonie en Amérique. Les Cubains se révoltent, ils vont être soutenus, bien entendu, avec des idées derrière la tête, par les États-Unis, qui font la guerre à l'Espagne à ce moment-là, et en 1898, le Cuba devient indépendant, mais dans les faits, ça devient un protectorat des États-Unis. Enfin, je vous ai indiqué la date de 1902, qui correspond au blocus maritime que doit subir le Venezuela parce qu'il refuse de rembourser les créances qu'il doit vis-à-vis des puissances européennes qui lui ont prêté d'argent. Et donc ce blocus maritime est un moyen de faire pression sur le Venezuela. Là-bas, vous avez bien vu que j'ai indiqué en rouge ici ce qui concernait les indépendances ou passage à un autre type de régime. J'ai indiqué ici en vert ce qui concernait, je dirais, un phénomène social essentiel qu'est l'esclavage, et tout ce qui se trouve en bleu, ce sont les guerres et le blocus contre le Venezuela. Donc c'est la raison des trois couleurs que j'ai utilisées.
Vous avez vu que je manquais de place, ce qui explique que je n'ai pas inclus sur ma carte ici l'Amérique centrale qui fait bien partie de l'Amérique latine, le Mexique et d'autre part les grandes et les petites Antilles, les grandes Antilles avec Cuba, Haïti, Saint-Domingue, et les petites Antilles, ce sont donc ce cordon de petites îles dans lesquelles on trouve la Guadeloupe, la Martinique, etc. Voilà. Alors maintenant, je peux commencer le cours proprement dit. Donc, je vous disais tout à l'heure en introduction que, à la fin du XXe siècle, donc il y a une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années, les pays d'Amérique du Sud s'étaient posé la question de savoir s'il ne serait pas utile de recommencer en fait la politique qui avait été suivie dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour booster, pour lancer l'économie. En fait, la période qui va de 1810-1820, c'est-à-dire depuis l'époque des différentes indépendances, puisque ces différents pays d'Amérique latine ont obtenu leur indépendance à des dates diverses, qui s'étendent sur une décennie. En fait, la période qui va de 1810 à 1870 est tout simplement mal connue sur le plan archivistique, sur le plan statistique. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une période de stagnation. Donc, construire un modèle économique, un modèle de croissance économique à partir de l'absence de sources, ça paraît très difficile. Donc, en fait, on connaît beaucoup mieux la période qui suit 1870 et qui va jusqu'à notre époque. Et là, évidemment, on a des sources qui sont plus fiables. La question est de savoir s'il s'agit d'exporter quoi? Alors, que produisait-on dans les différents pays d'Amérique latine à cette époque-là? Je veux dire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y avait tout d'abord des produits, comment dirais-je, que l'on produisait depuis longtemps, hein, depuis le XVIe siècle, à savoir le cacao, le café et le sucre. J'ai eu l'occasion de vous en parler l'année passée dans le cours sur les grandes découvertes. Il y avait ensuite la production de viande, en particulier en Argentine, et la production de grains. Et quand je parle de grains, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Essentiellement de blé. Et enfin, à côté de ces produits, je dirais, alimentaires, il y a des produits liés, je dirais, aux mines, des produits liés aux mines, et parmi ces produits liés aux mines, vous avez l'argent, ça remonte au XVIe siècle déjà, je fais référence aux mines du Potosí, hein, de Bolivie, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et d'autre part, je vous renvoie également à la production de cuivre et à la production d'étain. Ça va? Bon. La question, c'est que, effectivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les produits européens sont très demandeurs de toutes les matières premières que je viens de vous citer. Produits alimentaires et produits métalliques, produits qui viennent des mines, très demandeurs. À ces pays européens s'ajoutent, en plus, les États-Unis qui viennent de sortir de la guerre de sécession, en 1865. Maintenant, il y a ces produits qui sont disponibles potentiellement en Amérique latine. La question est de savoir comment valoriser leur exploitation de telle manière que leur vente soit rentable sur le marché mondial. Un certain nombre de ces produits, et je pense en particulier aux produits miniers, un certain nombre de ces produits doivent être préalablement transformés, ne fût-ce que partiellement, pour pouvoir être vendus sur le marché mondial. Il y a ensuite
des problèmes d'infrastructure. Les infrastructures, de quel type sont-elles? Eh bien, ça concerne l'acheminement d'électricité, puisqu'il faut des sources d'énergie pour produire, en particulier dans le secteur minier. Il faut également une main-d'œuvre abondante. Mais ça ne pose pas de problème particulier, sauf que cette main-d'œuvre, il faut pouvoir la transférer sur des lieux de production. Et enfin, et surtout, il y a le problème des transports. Vous voyez, l'Amérique latine, c'est en fait un continent immense. Et quand on dit l'Amérique latine, ce n'est pas un continent, c'est la juxtaposition de deux continents, enfin d'un continent qui est l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale qui sert de cordon ombilical entre le nord et le sud, et puis vous avez encore le Mexique. Donc les distances sont extrêmement longues, sans parler des difficultés de transport, parce que vous avez la cordillère des Andes, vous avez des fleuves, vous avez une flore tropicale, c'est pas du tout facile de construire quoi ça? Ben, le fameux chemin de fer. Les années 1870 interviennent en pleine période de la construction des chemins de fer en Europe. Mais à la différence des chemins de fer en Europe, c'est que les chemins de fer en Amérique du Sud vont être construits suivant un type tout à fait différent. Alors pourquoi les chemins de fer? Je vous ai dit, les distances sont gigantesques. Précédemment, quelle était la situation? Eh bien, jusqu'en 1850, 1860, en 1858, si mes souvenirs sont bons, que l'on construit les premières lignes de chemin de fer en Argentine. La première ligne de chemin de fer en Argentine. Donc c'est très tardif. Enfin, c'est tardif en tout cas par rapport à l'Europe. On portait à dos de mulets les produits de l'exploitation des mines, par exemple, mais aussi le blé et les autres, comment dirais-je, produits, cacao, sucre, café. Or, au-delà de 80 km, il n'y a plus de rentabilité. On commence à perdre de l'argent. C'est intéressant pour des produits qui valent très cher, le dos de mulet. Enfin, c'est en tout cas rentable. Je pense en particulier à l'argent, justement. Mais pour d'autres produits, ben, ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Vous imaginez un mulet, ben, s'il faut le nourrir pendant des jours, des semaines, pour transporter quelques sacs de cacao, et finalement, hein, on a payé plusieurs fois, on a dû payer plusieurs fois le sac de cacao, de sucre ou de café, hein, avant d'arriver à destination. Donc en fait, ça a coûté beaucoup trop cher, c'est pas rentable du tout. Donc c'est la raison pour laquelle le chemin de fer est devenu, la construction de chemin de fer est devenue une évidence. La vraie question qui s'est posée, c'est où va-t-on construire des lignes de chemin de fer? Pour répondre à cette question, il fallait évidemment savoir où les commanditaires, les créanciers, ceux qui prêtaient de l'argent pour la construction de chemin de fer, étaient prêts à mettre de l'argent en fonction de leur intérêt à eux. Or, les créanciers sud-américains ne sont pas assez nombreux, les fonds qu'ils amènent sont trop peu nombreux. Par conséquent, ceux qui ont le mot à dire et qui ont le dernier mot dans le tracé des lignes de chemin de fer, ce sont les créanciers étrangers à l'Amérique du Sud, qu'ils soient européens, qu'ils soient d'Amérique du Nord, américains donc, hein, états-uniens pour être tout à fait précis. Donc ce sont eux qui vont orienter les tracés de chemin de fer, choisir les lignes qui vont être tracées, et par conséquent, on aura en fait une politique très différente de celle qui va être menée en Europe à la même époque ou celle qui avait présidé au tracé des lignes de chemin de fer précédemment. Les premières lignes de chemin de fer qui ont été construites en Europe, c'était des lignes très courtes. Pensez à la ligne Bruxelles-Malines, hein, vous vous souvenez, c'est en 1835, ben, ça fait quoi, une vingtaine de kilomètres entre Bruxelles et Malines.
On sait bien que quand on est à l'échelle de l'Amérique du Sud, il n'est pas pensable de construire des lignes de chemin de fer qui font 20 ou 30 km, ça n'aurait pas de sens. Autrement dit, il va falloir construire des lignes de chemin de fer qui ont tout de suite des centaines, voire des milliers de kilomètres de longueur. Et ces lignes de chemin de fer, contrairement à ce qui s'est fait en Europe, où on s'est mis à relier des tas de villes entre elles, je ne sais pas, en Belgique, Bruxelles, Malines, Anvers, mais là ça peut en s'expliquer parce qu'il y a le port d'Anvers, mais Bruxelles, Bruges, Gand, Bruges, Bruxelles-Liège, Bruxelles-Namur, Bruxelles-Mons, vous voyez, ça partait en toutes les directions et on reliait les villes entre elles. En Amérique latine, pas du tout. Pas du tout. On a décidé qu'il fallait relier les centres de production entre eux, je dis bien les centres de production, donc c'est-à-dire qu'on a délaissé les villes où il n'y avait pas de production importante, et en plus de ça, toutes ces lignes de chemin de fer étaient orientées, bien entendu, vers la mer, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de fret aérien, vous pensez bien, et tout transite, bien entendu, par les ports. Et c'est ce qui explique, évidemment, si vous voyez des cartes qui reprennent les lignes de chemin de fer de l'Amérique du Sud dans la deuxième moitié du XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe siècle, dans les 30 premières années du XXe siècle, vous allez voir qu'elles sont toutes orientées en fonction du commerce extérieur et pas du tout en fonction du trafic intérieur. Parce que je sache, les gens qui vivent à l'intérieur peuvent aussi avoir besoin de cacao, de café et de sucre, et peuvent aussi avoir besoin de cuivre, d'argent, de zinc, etc. Donc c'est orienté uniquement vers l'extérieur. Autrement dit, on est dans une situation où les pays d'Amérique du Sud sont devenus indépendants, mais dans les faits, ils sont dans une situation post-coloniale, néocoloniale, non plus vis-à-vis de l'Espagne, mais vis-à-vis de l'Angleterre ou surtout des États-Unis, qui considèrent que les pays d'Amérique du Sud sont leur arrière-cour. Et vous connaissez sans doute la fameuse doctrine Monroe de 1823 qui proclame l'Amérique aux Américains, c'est-à-dire, quand il dit l'Amérique, c'est l'ensemble des territoires américains depuis l'Alaska jusqu'à la Patagonie, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les Européens ne doivent pas s'ingérer dans les affaires de l'Amérique. Donc l'Amérique aux Américains, l'Europe aux Européens. Et c'est ce qui explique aussi la politique isolationniste des États-Unis, qui ne voudront pas intervenir en Europe jusqu'en 1917. Il ne faut pas oublier, les États-Unis n'ont pas voulu intervenir dans la Première Guerre mondiale, seulement à partir de 1917, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées par ailleurs. Voilà. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Alors, la question est de savoir maintenant, et ça c'est évidemment la question la plus fondamentale, c'est est-ce que l'orientation qui a été donnée au tracé des lignes de chemin de fer et donc à une production locale destinée à l'exportation mondiale, est-ce que cette voie-là a permis le développement des économies locales et nationales? Ça va? Donc je répète, est-ce que la production locale destinée à l'exportation mondiale, à l'extérieur, et non pas à l'usage intérieur, a été malgré tout bénéfique pour la croissance des pays d'Amérique latine? Alors là, pour essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de voir en fait quelles sont les politiques qui ont été décidées dans chacun des pays. Mais toutefois, il y a deux précisions préalables. Première précision, c'est qu'en fait, si vous produisez pour l'extérieur, incontestablement, cela a permis des profits plantureux pour les bourgeoisies locales, incontestablement. Mais comme la main-d'œuvre était sous-payée, ceux qui auraient pu revenir au commerce intérieur
ne l'a pas été, tout simplement parce que pour pouvoir acheter, il faut avoir des salaires conséquents, ou en tout cas en rapport. Il faut que votre pouvoir d'achat soit lié, évidemment, à votre salaire. Si votre salaire est bas, vous ne pouvez pas acheter grand-chose. Comment voulez-vous que les populations locales puissent se développer, puissent entrer dans une logique de croissance, si évidemment tous les capitaux sont destinés à l'extérieur, aux créanciers extérieurs, ou sont destinés à la bourgeoisie locale, qui prospère à partir de ce commerce extérieur? Ça, c'est la première chose qu'il faut mettre en évidence. Ces bourgeoisies ont mis en place donc des politiques qui étaient liées à leurs intérêts économiques égoïstes, et c'est tout à fait logique. La superstructure politique n'est jamais que le reflet, ou plutôt la courroie de transmission de rapports de force socio-économiques à l'intérieur d'une nation donnée. Vous savez bien que le XIXe siècle est l'âge des démocraties bourgeoises, et non pas des démocraties populaires ou des démocraties qui connaissent le suffrage universel, pas du tout. Ce sont les bourgeoisies qui sont au pouvoir et qui décident donc de l'orientation des politiques économiques. Dès lors, la situation des pays d'Amérique latine, pour les petites classes, va s'aggraver. Et donc, les profits, et pas seulement les profits, les structures économiques de l'Amérique latine à cette époque-là, vont renforcer les structures coloniales qui existaient déjà précédemment, depuis 300 ans. Donc, il n'y a pas de changement structurel à ce moment-là, puisque les bourgeoisies locales ne font que reprendre la politique qui avait été menée par les puissances coloniales. Donc, on est dans le même état d'esprit, même si les bénéficiaires ne sont plus les mêmes, ou tout à fait les mêmes, en tout cas partiellement. Et donc, cela explique que pendant la période que nous considérons ici, après 1870, il va y avoir de très nombreuses expropriations de terres qui appartenaient aux Indiens, aux Amérindiens. On va leur prendre leurs terres. À cela, vous devez ajouter que des territoires immenses ont été colonisés, alors qu'ils étaient vierges jusqu'à cette époque-là. Alors quand je dis colonisés, ça veut dire aussi privatisés. Le cas le plus évident, c'est quoi? Eh bien, le cas le plus évident, c'est le cas des moutons en Argentine, qui vont occuper des milliers de kilomètres carrés. Deuxième précision maintenant. Deuxième type de précision, c'est le problème de la fiscalité. Alors, la fiscalité est fixée par l'État et peut permettre d'orienter justement la production économique, mais aussi la redistribution de revenus au profit de classes sociales qui soutiennent, ou qui ne soutiennent pas d'ailleurs, telle ou telle politique. Donc l'impôt est un moyen de redistribution. Alors quand je dis redistribution, ce n'est pas redistribution caritative, c'est que la fiscalité permet des investissements de l'État dans tel ou tel secteur porteur. Alors, dans le cas de ces exportations
à destination mondiale, on pourrait imaginer que les États nationaux décident de profiter des bénéfices de la fiscalité sur ces exportations pour réorienter, comme je le disais il y a un instant, la production ou certains secteurs d'activité. Mais, dans les faits, les secteurs d'activité qui sont entre les mains d'étrangers qui exportent à l'extérieur, en fait, ont constitué pratiquement des enclaves. Et des enclaves sur lesquelles il n'était plus moyen d'agir à la suite de la corruption, la plupart du temps au sommet de l'État, des liens étroits, comme souvent dans les États néocoloniaux, c'était pensé au XXe siècle le cas en Afrique, après 1960, entre les élites d'un pays et le capitalisme mondial, en particulier américain, mais à cette époque-là, le capitalisme européen, britannique, français et allemand est encore assez important. Mais enfin, les États-Unis prennent de plus en plus de place. Alors, c'est le cas des plantations de bananes en Amérique latine, et c'est de là que vient la fameuse expression de république bananière, c'est-à-dire de républiques qui sont entre les mains d'une classe politique qui elle-même est entre les mains et le jouet de puissants financiers, de puissants commerçants, de puissants planteurs, et que par conséquent, la classe politique ne dispose pas d'une véritable autonomie. Et vous savez que ce qu'on appelle une république bananière, c'est une république où la corruption est très facile, c'est une république dans laquelle les coups d'État peuvent se produire assez rapidement. Et vous avez eu des coups d'État extrêmement nombreux, c'est même devenu presque une caricature. Quand on pense à l'Amérique latine, pensez tout simplement à l'oreille cassée de Tintin, vous vous souvenez, où le matin il y a un général, le soir il y a un autre général, et ce sont des armées, ce qu'on appelle une armée mexicaine, vous savez, où il y a beaucoup plus de colonels et généraux que de soldats et caporaux, parce que tout le monde veut sa part du gâteau. Alors, à côté de ça, vous avez aussi, je vous ai parlé des RE1, alors je vous ai parlé, il y a le cas également, je réfléchis un petit peu, les républiques de bananières, bien entendu, il y a toutefois une exception, c'est quand même le Chili, qui pouvait disposer de ressources fiscales importantes grâce à ses mines, qui les a utilisées pendant un certain temps, mais là aussi, c'est les fluctuations de la vie politique qui expliquent que ça n'a pas été utilisé à bon escient, en tout cas sur le plan social. Est-ce que ça veut dire à bon escient quand on est dans un rapport de force entre des classes sociales qui s'opposent? Vous savez également, alors là c'est bien au-delà de la période que j'étudie avec vous ici, qu'en 1970, entre 1970 et 1973, un régime d'union populaire, d'union de la gauche, si vous voulez, sous la présidence de Salvador Allende s'est mis en place, et il était déboulonné par Pinochet, mais Pinochet n'était lui-même qu'un agent des États-Unis qui tenait beaucoup à ce qu'il n'y ait pas l'imposition d'un régime de type marxiste en Amérique latine. On était encore à l'époque de la guerre froide, et il y avait essentiellement le problème du cuivre au Chili à ce moment-là. Les mines de cuivre étaient très importantes. Le cuivre, je vous rappelle, est un semi-conducteur pour l'électricité, donc ce n'est pas un minerai quelconque. Alors je reviens à ce que j'expliquais il y a quelques instants. Donc, ces zones pratiquement franches sur le plan fiscal, à part le cas du Chili, mais quand je vous parlais des républiques, des produits au Mexique, des produits d'Amérique centrale ou même d'Amérique latine, ont fait que la fiscalité n'a pas pu servir de levier comme elle aurait pu l'être. Alors tout cela aboutit à quoi? Tout cela aboutit à quoi, pratiquement? Eh bien, on arrive en 1929. Vous savez, nous l'avons vu précédemment dans mon cours, que
la crise économique de 1929 est due d'une part à la surproduction et d'autre part à la spéculation. Dans beaucoup de ces pays, on s'était limité à la production d'un seul produit. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ces produits perdent de leur valeur sur le marché mondial, c'est toute l'économie nationale d'un pays qui s'effondre. Parce que ces pays n'avaient pas diversifié leurs exportations. Elles s'étaient souvent concentrées sur des produits dont on avait beaucoup besoin à un moment donné, alors que la diversification permet en tout cas non pas d'avoir des bénéfices planturés dans un premier temps, mais sert un petit peu de couverture sociale, d'assurance en cas de difficulté. Vous connaissez certainement le cas du Brésil où le cours du café avait tellement baissé qu'on a dû le détruire pour maintenir la valeur à la bourse des marchandises du café. Donc évidemment, ça permettait d'avoir des locomotives très écologiques, puisque dans certains cas, plutôt que de brûler sur place, on utilisait du café comme carburant des locomotives. Mais vous imaginez tout le travail des gens qui avaient eu derrière, qui avaient travaillé, et puis bon, on arrive comme ça des situations dramatiques, licenciements, enfin, qu'est-ce que ça veut dire licenciement dans des pays où il n'y avait pratiquement pas de contrat de travail, il n'y a pas de chômage, surtout à cette époque-là, et donc c'est une catastrophe sociale. Alors comment les pays d'Amérique latine et régimes d'Amérique latine s'en sont-ils tirés politiquement parlant à partir de 1929? Il y a eu deux solutions, principalement. La première des solutions, c'était, puisqu'on ne pouvait pas empêcher cette aggravation de l'inégalité de revenus entre la bourgeoisie et d'autre part le petit peuple qui était majoritaire, des dictatures autoritaires se sont installées. C'est même un peu honnête de parler de dictature autoritaire ici. C'est le cas à Cuba de Fulgencio Batista, qui va être établi donc une dictature dès avant la Deuxième Guerre mondiale, et cette dictature ne tombera qu'en 1959, lorsque Fidel Castro et ses Barbudos, ces révolutionnaires à l'époque non pas encore communistes, mais socialistes, je dirais c'est une révolution nationale, patriotique et socialiste en même temps, c'est seulement dans les 3 années qui vont suivre, suite à la radicalisation des États-Unis, qui a eu en 61 la baie des cochons, et puis en 62, comme vous savez, l'affaire des missiles, qui aurait pu déclencher effectivement une 3e guerre mondiale. Eh bien, donc, premier type de solution, c'est l'établissement de dictatures d'extrême droite, corrompues également. Et puis, à côté de ça, vous avez également une autre voie qui a été suivie par des pays comme le Brésil, avec Vargas, qui a eu 2 phases dans sa vie. Il a eu une phase dictatoriale et puis il a eu une phase populiste, je dirais, plus démocratique. Vargas et Perón en Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine a été longtemps la première puissance économique de l'Amérique latine. C'est d'ailleurs le pays le plus européen de l'Amérique latine, enfin l'Amérique du Sud. Vous savez qu'un bon tiers des Argentins sont d'origine italienne. C'est comme ça que si vous allez en Argentine, l'espagnol n'aura pas tout à fait la même sonorité que dans d'autres pays d'Amérique latine ou qu'en Espagne. C'est l'espagnol un petit peu chantant, comme ça, c'est très différent. Voilà. N'oublie pas qu'en Argentine, il n'y avait pas de population indienne, c'est un État blanc, finalement. Alors qu'il y a des pays qui sont des États indiens, comme la Bolivie, comme le Pérou, comme la Colombie, l'Équateur. C'est seulement récemment qu'il y a des chefs d'État de ces pays-là qui sont des Indiens. Pensez au Venezuela maintenant. Vous aviez Hugo Chavez et son successeur, ce sont des Indiens. Si vous voyez le cas de la Bolivie, Evo Morales, si vous voyez le cas d'Équateur, même chose, Rafael Correa, ce sont des Indiens, en fait, qui dirigent le pays.
mais il y a un certain nombre d'États qui sont des États soit métis, soit blancs. Mais l'Argentine, c'est vraiment un État blanc. Donc, qu'est-ce qui se passe alors dans ces pays-là, après 1930? C'est l'installation de régimes populistes, des démocraties populistes. Alors, une démocratie populiste, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut la distinguer d'une démocratie parlementaire, je dirais, classique, celles qui nous sont familières. Ici, en Europe occidentale, aux États-Unis, ce sont des démocraties où on arrive à la suite de discours très démagogiques, où l'on prétend qu'on va résoudre tous les problèmes, mais l'avantage de ces démocraties populistes, c'est qu'elles sont parvenues à réduire partiellement les inégalités entre les classes sociales. Ce que les dictatures pures et dures, évidemment, ne parviennent pas à faire, parce que ce n'est même pas leur but, ce n'est même pas leur objectif. Si vous voyez le Chili de l'époque d'Allende, c'est très clairement une dictature de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie sur les petites classes. On est en pleine guerre de classes dans ce cas-là. Je vais donc résumer maintenant mon propos, toute la leçon, avant de vous montrer quelques ouvrages. Donc, simplement pour que vos notes soient tout à fait claires. Donc, tout d'abord, je suis parti d'une problématique, qui est celle de l'interrogation et même de la mise en place par les pays d'Amérique latine à la fin du XXe siècle de politiques destinées aux exportations de type mondial pour relancer la croissance. Le modèle étant évidemment la période qui commence en 1870 et qui se termine donc 60 ans plus tard, au moment de la crise mondiale de 1929. À partir de là, ayant posé cette problématique, je me suis interrogé sur le type de produits qui font l'objet d'une demande par les pays étrangers, par les pays extérieurs à l'Amérique latine. Il s'agisse des pays européens et des pays des États-Unis. J'ai cité ces différents produits, et puis je me suis posé la question, mais comment peut-on valoriser l'exportation de ces produits si on n'a pas la capacité de les produire à des coûts intéressants? J'ai posé, vous vous souvenez, toute une série de problèmes à ce moment-là, le problème des infrastructures et surtout le problème des transports. D'où la nécessité de construire un réseau ferré. Je vous ai montré que ce réseau ferré a dépendu dans son tracé des créanciers qui le finançaient. Comme ces créanciers étaient des créanciers étrangers à l'Amérique latine et qui, eux, voulaient rentabiliser en fonction de la demande du commerce mondial, eh bien, les tracés de ces voies ferrées ont été évidemment orientés vers, entre les secteurs, entre les villes de production et vers les ports maritimes. Ensuite, j'ai posé le problème de savoir quelles étaient les répercussions sur l'économie locale quant à cette politique d'exportation vers l'extérieur. Je vous ai montré que ce sont les bourgeoisies locales qui en ont profité, qu'elles ont massivement exproprié des terres d'Indiens, qu'elles ont colonisé des milliers de kilomètres carrés pour produire, je vous ai dit le cas du mouton qui est le plus célèbre, enfin, il y a aussi les bœufs en Argentine, hein, la viande qui vient d'Argentine, c'est quelque chose de bien connu, et ça va se développer évidemment à partir du moment où on pourra créer ces fameux frigos au XXe siècle qui permettront l'acheminement de ces bœufs entiers donc d'Amérique latine vers l'Europe ou vers les États-Unis. Je vous ai montré qu'à cette époque-là aussi, seule donc la bourgeoisie en profite et que les populations locales, les petites classes de la société, elles n'en profitent pas du tout parce qu'elles n'ont pas des salaires qui leur permettraient évidemment d'acheter ces produits.
Enfin, je vous ai dit qu'il y aurait pu y avoir un levier qui aurait permis des politiques de réajustement de l'organisation sociale, de réajustement, de redistribution des revenus par l'État. C'est même le rôle de l'État qui est de redistribuer. Et quand j'ai dit redistribuer, vous avez bien retenu qu'il ne s'agissait pas simplement de redistribuer des revenus, dans le cadre de politique sociale, mais il s'agissait surtout d'investir dans certains secteurs, ce qui n'a pas été fait la plupart du temps, souvent parce que ça a paru trop difficile, et c'est ce qui explique que les pays d'Amérique latine n'ont pas profité de cette manne qui a duré une soixantaine d'années, alors que ça aurait permis de restructurer leur économie. Il n'en était pas question, parce que à ce moment-là, ces bourgeoisies fonctionnent à court terme, ces bourgeoisies sont représentées par des hommes politiques qui ne font que mener que la politique qu'on leur demande, c'est-à-dire la politique bourgeoise, ce n'est pas du tout des politiques populaires, il n'est pas question de remembrement des terres à ce moment-là, quoi que ce soit. Et que donc, finalement, sur le plan politique, la solution qui a été trouvée est double. Enfin, quand je dis solution, entendons-nous bien, solution entre guillemets. Les résultats plutôt politiques après les années 30, c'était soit l'installation de dictatures pures et dures pour mater le peuple, pour qu'il ne se soulève pas face aux inégalités sociales. N'oubliez pas que parallèlement en Europe, vous avez l'installation du régime mussolinien fasciste dès 1923, que vous avez 22, que 10 ans plus tard, en 1933, vous avez le régime hitlérien qui s'installe en Allemagne, mais vous avez aussi en Europe toute une série de régimes autoritaires, en fait, qui s'installent, que ce soit en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Yougoslavie, en Hongrie, partout dans les républiques baltes. Et donc c'est un phénomène assez fréquent après les années 30. Voilà. Maintenant, il me reste à vous montrer quelques ouvrages. Alors, tout d'abord, Histoire de l'Amérique latine par Pierre Chaunu en Que sais-je. Ensuite, d'Alain Rouquier, Amérique latine, Introduction à l'extrême Occident, dans la collection Point au Seuil. Alors, de Pierre Vessière, Les révolutions d'Amérique latine, dans la collection Point, Histoire au Seuil. Alors là, c'est l'ouvrage le plus important à mes yeux, L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours, de François Chevalier, dans la collection Nouvelle Clio. Alors, de Tullio Alperin Donghi, vous voyez que c'est un nom couleur locale, c'est un péruvien, je crois, si mes souvenirs sont bons. Histoire contemporaine de l'Amérique latine, chez Payot, dans la collection Le Regard de l'Histoire. Alors, Histoire du Brésil de Frédéric Moreau, aux éditions Chandaigne. La vie quotidienne au Brésil au temps de Pedro II, entre 1831 et 1889, de Frédéric Moreau, dans la collection La vie quotidienne, chez Hachette Littérature. Alors, quelques romans aussi, parce que je crois que la littérature est parfois plus instructive que les livres d'histoire. Alors, du grand écrivain prix Nobel de Asturias, Miguel Ángel Asturias, Le Pape Vert. En fait, c'est l'histoire ça se passe au Guatemala, et en fait, l'auteur nous raconte la vie d'un personnage qui s'appelle Thompson, qui est surnommé le Pape Vert, et qui est un jeune Yankee qui est dévoré d'ambition et qui cherche à exploiter les faibles au Guatemala. Alors, du même Asturias, Monsieur le Président, de Gabriel García Márquez, qui est un Colombien qui a eu aussi le prix Nobel L'automne du patriarche, et la photo de couverture est assez éloquente.
Alors le patriarche, en fait, c'est un dictateur dans la grande tradition de l'Amérique latine. C'est un vieux général qui a entre 100 et 300 ans. Alors c'est un tyran qui est délirant. Hein, et dont toute l'histoire est racontée donc dans ce roman. Alors, encore un prix Nobel de Mario Vargas Llosa, péruvien, cette fois La fête au bouc, et ça concerne un dictateur qui est le dictateur de Saint-Domingue, Rafael Leonidas Trujillo. Tout ça, ce sont des romans. Et enfin, le grand poète, aussi prix Nobel chilien, j'avoue que j'ai vécu. Donc Pablo Neruda, qui est l'auteur du Chansonnier général, publié que vous pouvez trouver par exemple dans la collection Poésie chez Gallimard. J'ai dit.